Bon, alors la médiation culturelle, il y a deux définitions possibles à mon avis. Il y a une définition très très réduite de la médiation culturelle qui serait intermédiaire entre les œuvres et le public. Et il y a une définition beaucoup plus dynamique à mon sens, qui est de créer un espace et un temps de délibération autour des œuvres. Dans un premier temps, c'est-à-dire de restaurer finalement de l'échange, de la mise à l'épreuve aussi des propositions artistiques et auprès des publics les plus divers. Et puis après, on peut dire que la médiation dans un temps un peu plus long va contribuer à l'émergence d'un esprit critique désinhibé sur toute proposition artistique. Voilà. Ce qui est intéressant sur le champ social, c'est que finalement, moi j'ai appris beaucoup du champ social pour définir la médiation culturelle dans le champ social. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux font de la médiation culturelle sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a posé la question, le travailleur social peut-il devenir médiateur culturel? Moi, ma réponse, c'est oui, il l'est, mais il n'en a pas toujours conscience d'être médiateur culturel. L'idée, c'est de se dire que depuis plusieurs années, et qui ne remonte pas uniquement à l'émergence du terme médiation culturelle, les travailleurs sociaux ont toujours utilisé l'action artistique, l'action culturelle, comme un élément de gestion de l'attente des publics, de mobilisation des publics, voire de supplément de vie à des personnes qui étaient dans des conditions sociales et économiques difficiles. Donc je pense que ce qui est important à défendre en termes de médiation culturelle dans le champ social, c'est que les travailleurs sociaux ont développé des outils, ont développé une expertise de l'action culturelle dans un cadre qui ne lui était pas forcément dédié, et que cette expertise, elle est fondamentalement liée à leur quotidien. C'est-à-dire à leur capacité d'une part à proposer des projets courts du type sortie ou du type parcours culturel, et d'autre part à proposer des pratiques artistiques dans un cadre social qui n'est pas forcément le cadre toujours le plus adapté à ces actions. Voilà. Alors ce qui me semble important, c'est que les travailleurs sociaux ont une compétence qui est dans la mobilisation des publics, dans l'accompagnement des publics sur d'autres questions que les questions purement culturelles, et qu'il y a un glissement possible entre la compétence du travailleur social sur l'accompagnement global, par exemple, de l'individu, et une médiation culturelle qui elle-même évoluerait, qui ne serait plus uniquement liée à un facilitateur vers les pratiques culturelles, vers les propositions artistiques. C'est-à-dire que si on intègre l'idée que le travailleur social aborde l'individu dans sa globalité, à travers l'approche globale de l'individu, on pourrait aborder dans un accompagnement culturel l'individu à travers aussi, non pas... alors, je vais reprendre. Tac, là je précise, donc je mets un blanc, okay. Voilà, et je reprends. Silence. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un glissement possible entre la compétence du travailleur social et la compétence du médiateur culturel, parce que le travailleur social défend une approche globale de l'individu. Et l'idée que l'on défend, nous, en médiation culturelle, c'est l'idée que l'individu n'est pas réductible à ses besoins, son identité et sa condition. Et cette idée présuppose aussi qu'on va développer la notion d'accompagnement au long cours. On va développer la notion de participation de façon beaucoup plus élastique. C'est-à-dire l'idée que la participation ne se réduit pas à la visite d'un lieu, à la confrontation aux œuvres, et l'idée que l'accompagnement ne se réduit pas à accompagner quelqu'un. C'est-à-dire qu'on continue d'accompagner quelqu'un quand on n'est plus du tout dans l'action culturelle, mais quand on est dans l'accompagnement social, et qu'au sein de cet accompagnement social va s'instaurer finalement une réflexion culturelle sur une sortie qui a pu être effectuée, et que les deux vont s'entrelacer, s'articuler ensemble pour configurer finalement une relation beaucoup plus élargie que la simple visite du lieu. Donc l'idée que je voudrais défendre aussi ici, c'est que quand on travaille la médiation culturelle dans le champ social, on se rend compte que le lieu culturel est un moyen parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dévoué à la sortie culturelle et à l'acquisition de connaissances. C'est un moyen parmi d'autres qui s'inscrit dans un parcours beaucoup plus large de l'individu. Ce parcours, qui est son parcours de vie, sa fréquentation du lieu culturel, son départ du lieu de vie, le retour dans la structure sociale avec une délibération autour des sorties qu'il aura pu effectuer, ou alors des pratiques auxquelles il aura pu être confronté. Donc toutes ces choses-là nous amènent à poser beaucoup plus d'attention
sur l'individu non pas en tant que spectateur, non pas en tant qu'être simplement recevant les œuvres culturelles, mais l'individu dans sa capacité à s'y approprier, que les œuvres aient du sens pour lui. Et ce sens que lui va exprimer sur les œuvres va être déterminant. C'est-à-dire que ce sens, quel que soit ce sens, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne réponse aux œuvres, il n'y a pas... je dis souvent que le médiateur culturel, contrairement au médiateur juridique, au médiateur politique, n'est pas au service d'une résolution entre les œuvres et le public. On ne va pas sortir d'un Shakespeare en disant « ça y est, j'ai réglé mon problème avec Richard III ». On ne va pas sortir d'un musée d'art contemporain en disant « ça y est, l'art contemporain, je le comprends ». Ben non, parce que ce sera intéressant à certains moments de ne pas passer uniquement par la fibre de la compréhension. C'est-à-dire que, voilà, moi ça m'intéresse toujours des publics qui disent « je n'ai rien compris mais j'ai adoré », ça m'intéresse toujours des publics qui disent « mais pourquoi parle-t-il si fort ?» qui remettent en cause les codes établis du spectateur classique. Déjà, je pense que c'est de réduire l'individu à une identité présumée, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si on travaille sur l'axe, par exemple, de la grande pauvreté, je pense que ce serait une tautologie terrible et inaudible de se dire pas de logement, pas d'emploi, donc pas de culture. Cette tautologie ne peut pas vivre, enfin, elle ne peut pas exister. C'est-à-dire être en capacité, donc, contre ces erreurs, c'est-à-dire être en capacité d'être surpris par les publics. Se dire aussi que les publics ne pourraient pas fréquenter des œuvres dites un peu plus aventureuses. Se dire résolument que les publics ne pourraient pas, parce qu'ils ne l'ont pas exprimé lors d'ateliers préalables, parce qu'on les a sentis en difficulté pour exprimer quelque chose ou pour écrire sur quelque chose, se dire que ces publics ne pourraient pas appréhender un territoire qu'on aurait jugé plus complexe. D'expérience, les publics ne sont pas toujours favorables à des œuvres dites évidentes, parce que relayées par les médias, parce que des œuvres dont on parle beaucoup, qui peuvent être tout à fait intéressantes. Hein. Alors on va dire, dans l'autre versant, se dire qu'il faudrait proposer tout le temps des œuvres dites exigeantes au public. Sous quels critères? Je pense que c'est intéressant de cheminer avec le public, encore une fois de défendre la notion de parcours fait avec les spectateurs, et à la fois de se dire, ben, tiens, on va aller dans le sens des publics à certains moments, si les publics ont envie d'aller voir une œuvre sur laquelle on a créé une certaine rareté, c'est-à-dire une rareté construite, c'est-à-dire que tout le monde aurait envie d'aller voir ce film. Je pense que c'est très intéressant pour avoir travaillé concrètement sur des films qui ont très bien marché, sur des spectacles qui étaient plus évidents parce que plus relayés, tout simplement par les médias. Eh bien, il y a des choses très intéressantes qui se disent. Et les publics ont cette capacité de remettre en cause les évidences, de les questionner aussi. Donc ce qui me semble important, c'est de se dire aussi que nous ne sommes pas forcément là pour amener de la culture. Ça c'est très important, c'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément là pour apprendre quelque chose aux autres. Nous sommes autant là pour remettre en cause nos certitudes, pour les déplacer par rapport à la parole de l'autre, et pour cheminer avec l'individu et construire quelque chose qui nous serait commun dans le cadre d'un parcours culturel, etc. Ce qui me semble essentiel, et là, une question sur laquelle, quelles sont les erreurs, je pense qu'on en commet toujours des erreurs de médiation. Voilà, c'est ça qui est important à dire, c'est-à-dire qu'on en commet toujours parce qu'il est impossible d'être neutre, d'être totalement neutre par rapport à ces pratiques culturelles. Il est difficile, quand on accompagne quelqu'un, sur un spectacle que nous, par exemple, on a adoré, dont on adore le parcours artistique proposé, d'accepter, par exemple, que la personne dise « ah, c'est nul ». Difficile de ne pas réagir, difficile de ne pas... Mais ce qui me semble intéressant, c'est de trouver un juste équilibre entre la configuration de la personne qu'on accompagne. Il faut éviter de configurer ses modes de réception, il faut éviter véritablement de réduire sa perception à notre avis, à notre point de vue, et notre capacité à se tenir totalement en retrait et aborder une position de transmission horizontale qui perdurerait. Parce qu'à un moment, notre interlocuteur nous disait « mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Finalement, tu en penses bien quelque chose, parce que tu me laisses beaucoup d'espace, mais il y a bien quelque chose que tu penses. Et je pense que l'approche horizontale est intéressante,
Mais tisser ensemble quelque chose avec l'individu, c'est peut-être plus intéressant. Alors moi, ça m'évoque beaucoup parce que j'ai développé un passage qui s'appelle sur la métaphore du voyage, c'est-à-dire que la médiation, en tout cas dans le champ social, résonne avec la métaphore du voyage. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays étranger, on n'en connaît pas les codes, on n'en connaît pas les conventions, et pour se sentir à l'aise, il faut parfois qu'il y ait quelqu'un qui nous accompagne et qui nous dit n'aie pas peur d'aller dans ce territoire-là, tu as le droit de marcher là, tu as le droit de te déplacer, de te mouvoir là, parce que c'est l'espace public. Donc on rejoint cette idée dans le cadre de la médiation. Il y a une vision aujourd'hui qui me semble assez intéressante sur le voyage, c'est qu'il peut y avoir autant de distinctions dans un public qui pratique du hip-hop ou du flamenco que dans un public qui va uniquement pratiquer des concerts de musique classique ou dite classique dans un lieu institutionnel. Voilà. C'est le premier point, c'est que si on travaille la médiation culturelle dans le champ social, c'est vraiment pour permettre à certains publics de ne plus se sentir à vue dans certains lieux culturels, qui sont des espaces publics et qui leur appartiennent d'une certaine façon. C'est pour que, quand ils investissent ce territoire, et ça rejoint la notion du voyage, ils s'y sentent le plus à l'aise possible, mais pas simplement à l'aise confortablement, ils s'y sentent à l'aise avec aussi une mobilité symbolique reconquise, une mobilité intellectuelle reconquise. Parce que quelqu'un qui se sentira à l'aise dans un lieu et qui se sentira légitime, aura son imaginaire qui va se mettre en activité, et cet imaginaire va être finalement la trace même de cette liberté reconquise, cette façon d'être libre. Si tant est que l'imaginaire puisse laisser une trace, je n'en suis pas sûr.